Bienvenue sur le podcast Cœur à nu. Je peux pas croire que je dis ça. Je l'ai fait enfin. Je démarre mon podcast, mon propre podcast. Je suis tellement excitée, fébrile de commencer ça aujourd'hui, de débuter, de faire cette introduction-là avec vous aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que j'ai ce projet-là en tête, que j'y pense, que j'en parle, que ça se concrétise un peu pour moi, tout ça. Puis, j'ai finalement décidé de me lancer. Donc, vous me l'avez demandé, il est là. J'ai décidé d'appeler ce podcast « Cœur à nu ». Puis aujourd'hui sera l'introduction où je vais prendre le temps de me présenter, de parler du concept du podcast un peu, de mon parcours, de pourquoi j'ai choisi ce titre-là, puis principalement, c'est quoi les intentions de ce podcast-là, de quoi on va parler ici, pourquoi vous allez vouloir écouter les prochains épisodes. Puis, voilà, j'ai hâte d'avoir votre feedback. Restez avec moi pour la suite. Puis, commençons par se présenter. Donc, qui suis-je et pourquoi j'ai eu envie de partir ce podcast? C'est quoi le podcast Cœur à nu? D'abord, pour me présenter, moi, c'est Emmanuelle Blouin et je suis sexologue depuis maintenant 2 ans. Donc, j'exerce maintenant, j'ai ma pratique privée, je suis travailleur autonome entrepreneur sexologue, puis j'offre des consultations en virtuel. Je me spécialise notamment auprès des couples, j'offre aussi des consultations individuelles. Puis je vous dirais que je me spécialise entre autres en lien avec tout ce qui touche les enjeux de relations, de couple, mais aussi par rapport au désir sexuel. Puis beaucoup par rapport à l'anxiété de performance, comment vivre sa sexualité dans le moment présent. Et dans le plaisir. Et donc, je parle entre autres sur mes plateformes. J'ai commencé il y a quelques mois déjà à parler de bien-être sexuel sur mes plateformes, sur les réseaux sociaux. Puis, j'avais envie d'offrir un format pour que ça soit le plus accessible à tous. Donc, d'où est venue l'idée du podcast. Je vous ai demandé vos suggestions et ça a été de loin le format le plus demandé. Et je sais que c'est très populaire, même s'il y a tellement déjà de podcasts de plus en plus qui se créent. Mais ça a l'air qu'il y a suffisamment de gens pour écouter tous ces podcasts-là parce qu'il y a encore de la demande et il y a un intérêt envers ce format-là. Donc, me voici. Je suis un peu fébrile, stressée. Là. Je me suis fait un setup qui est quand même assez impressionnant avec les lumières autour et tout. Puis, notez que c'est pas un studio professionnel, là, c'est dans mon bureau. Donc, je vais être... n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Soyez un petit peu indulgents pour les premiers épisodes. Je vais m'ajuster pour la suite. Mais n'hésitez pas à me laisser, à me faire part de vos suggestions dans les commentaires ou par courriel aussi. Je vous laisserai mon courriel pour toutes vos suggestions pour ce qui va suivre pour le podcast. Donc, pour me présenter un petit peu plus d'où je viens puis mon parcours, en fait, moi, j'ai commencé le bac... j'ai décidé d'entrer au bac en sexologie, là, ça fait déjà quelques années. Puis... je vous dirais que avant d'entrer au bac, moi, j'avais aucune idée qu'est-ce que ça faisait une sexologue. Je savais même pas que c'était vraiment un domaine ou un métier, en fait. Puis, lorsque j'étais au cégep, j'ai eu un cours de sexualité et culture, ce qui était un des seuls cours un peu plus sciences humaines que j'ai eu dans mon parcours, comme j'ai fait mes sciences de la nature. Puis, ça a vraiment été un déclic à ce moment-là. Ça a été un cours qui m'a tellement intéressée où on abordait vraiment l'intersection entre tout ce qui touchait la santé sexuelle, la sexualité humaine, puis les aspects en lien avec les différences culturelles, la santé sexuelle au niveau plus international et tout. Puis ce cours-là a vraiment été marquant pour moi, puis m'a amené à me demander est-ce que il y avait des métiers en lien avec ça ou quelque chose que je pouvais faire en lien avec ça, considérant que ça a été quand même un des seuls cours de cégep qui m'ont intéressé réellement. Puis, c'est là où j'ai découvert le domaine de la sexologie puis la profession de sexologue. Puis moi, venant de Québec, j'avais aucune idée que ça existait, en fait, ce domaine-là. Puis quand j'ai été voir un peu plus de détails par rapport au baccalauréat, par rapport à ce que ça impliquait, par rapport au cours, j'ai tout de suite su que c'était là-dedans que je voulais me diriger. Puis honnêtement, à ce moment-là, j'avais très peu d'idées de qu'est-ce que ça faisait une sexologue, de c'était quoi les perspectives d'emploi et tout. Mais les cours semblaient tellement intéressants puis me parlaient tellement que je me suis dit « OK, c'est ça que... c'est là que je m'en vais, même si je sais pas trop où ça va me mener ou si je veux...
développer une carrière dans ce domaine-là, ben au moins mes années d'université, mes cours seront intéressants, puis j'aurai du plaisir à l'université. Donc ça m'a amené dans le baccalauréat en sexologie, puis finalement, dès le début du bac, j'ai vraiment su que c'était un domaine qui était fait pour moi. Ça m'a tout de suite intéressée. Les cours, il y avait tellement une belle variété dans les cours, autant qu'on abordait plus l'aspect de l'anatomie du corps humain, autant qu'il y avait des cours déjà un petit peu plus pratiques par rapport à la relation d'aide, puis les cours par rapport à l'histoire de la sexualité, par rapport à l'intersectionnalité. En tout cas, une vraiment belle variété de cours qui m'ont vraiment fait grandir comme personne aussi. Additionné au fait que de déménager à Montréal, déménager dans une grande ville aussi, évidemment que ça l'a amené beaucoup de changements, mais je dirais que ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Puis ça a vraiment changé ma perception de beaucoup de choses. Puis, donc après 1 an et demi de baccalauréat à Montréal, j'ai appliqué pour faire un stage en santé sexuelle et reproductive. Donc, c'était pas dans le cadre du bac, mais c'était un stage dans le cadre des programmes de stages internationaux pour les jeunes, donc un PSIJ, qui m'interpellait vraiment. Donc, j'ai appliqué pour faire ce stage-là. Puis, finalement, j'ai été prise pour le stage, donc j'étais vraiment heureuse d'avoir été sélectionnée pour ce stage-là. Puis, j'ai refait un peu mon horaire là, de bac pour pouvoir l'allonger, pour pouvoir prendre une session, dans le fond, sans cours, pour pouvoir quitter en République dominicaine, faire un stage qui était supposé être d'une durée de 6 mois. Donc, après 1 an et demi de bac, j'ai tout arrangé par rapport à mes études, par rapport à mon appartement et tout, pour pouvoir quitter en République dominicaine. Donc ça, je pourrais plus vous dire exactement c'était en quelle année, en 2020, je crois. Donc, stage qui devait durer 6 mois dans un petit village en République dominicaine. On était 2 stagiaires, puis moi, mon rôle, c'était vraiment par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Puis, j'étais avec une collègue qui est encore aujourd'hui une bonne amie, qui, elle, s'occupait plus du volet par rapport aux violences sexuelles et violences basées sur le genre. Je me souviens plus exactement c'était quoi son titre. Donc, on collaborait ensemble. On est arrivés là. Le premier temps, ça a été plus pour apprendre perfectionner l'espagnol. Pour ma part, c'était assez de base, mon espagnol, je vous dirais. Donc, les premières semaines, c'était vraiment pour se familiariser avec la culture, se familiariser avec la langue. C'était vraiment de l'intégration. Puis, tu sais, on s'entend que c'était un stage de sensibilisation, là, d'initiation au développement international, mais on s'entend que comme stagiaire, pas encore professionnel, c'était beaucoup nous qui allaient là dans une optique d'apprendre, de se sensibiliser par rapport à des enjeux, entre autres, par exemple, de santé sexuelle à l'international. Donc, on avait eu une bonne formation avant d'y aller par rapport aux différents enjeux, par rapport au développement durable, par rapport à l'adaptation culturelle et tout ça. Donc, ça avait été déjà vraiment intéressant, mais là, d'arriver là et de vivre d'être exposé à toutes ces différences culturelles-là aussi, ça a été vraiment une belle expérience. On résidait dans des familles aussi locales, puis on était, je sais pas si je l'ai mentionné, mais dans un petit village assez éloigné, là, à quelques heures de la capitale. Puis, on a passé quelques semaines au départ dans la capitale, en fait, le temps de prendre des cours d'espagnol, puis de discuter avec les personnes qui étaient responsables de l'organisme là-bas. C'était une collaboration entre un organisme d'ici, puis un organisme local en République dominicaine. Donc, on a passé quelques semaines à discuter avec eux un peu plus du projet, à prendre des cours d'espagnol et tout, avant de se diriger dans le petit village où on allait passer les mois suivants. Puis, arrivant dans le village, on a commencé à faire plus analyser un petit peu les besoins du milieu, à se créer des contacts, parce que, évidemment, qu'il y avait une très grande partie qui était de créer des relations avec les gens, de créer la confiance un peu, de cibler les besoins des jeunes, parce que c'était un stage auprès des jeunes, entre autres dans des écoles secondaires et des écoles primaires, pour aller faire, entre autres, de l'éducation à la sexualité. Donc, on analysait un petit peu c'était quoi les principaux enjeux. On en avait quand même discuté, évidemment, avec l'organisme, avec les responsables de l'organisme. Puis, il y avait une grande partie là, qui était de faire de la sensibilisation, entre autres, par rapport à la prévention des grossesses adolescentes, à l'adolescence. Donc, c'était un enjeu quand même assez présent dans ce village-là, dans ce qu'on avait observé, dans ce qu'on s'était fait dire par l'organisme.
c'est ça, la contraception, il y avait quand même des enjeux au niveau de l'accès à la contraception. Donc, il y avait des enjeux au niveau autant des grossesses, au niveau des TSS aussi. Puis, la République dominicaine, c'est un pays où l'avortement n'est pas légal non plus, puis où la religion est très présente aussi. Donc, il y avait tous ces enjeux-là qui avaient une influence au niveau des grossesses, entre autres. Puis, c'est tout de même une culture où, je sais pas si je pourrais dire que la sexualité est moins taboue, peut-être moins tabou, on pourrait dire qu'ici, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus parlé, beaucoup plus normalisé là, dans les conversations, ou en tout cas, je sais pas si c'est par rapport à moi, à mon entourage et tout, mais j'ai tout de même trouvé que c'est plus normalisé dans les discussions de tous les jours de parler de sexualité, mais il y avait d'énormes besoins quand même au niveau de la prévention, puis de faire la promotion d'une santé sexuelle saine, positive, de relations égalitaires et tout ça. Au niveau aussi, comme ce qui relevait plus de ma collègue, au niveau de la prévention des violences sexuelles, violences conjugales, il y avait des grands besoins aussi. Donc, bref, ça a été une superbe expérience. On a commencé à faire la planification des ateliers. On a eu la chance d'animer quelques ateliers auprès des jeunes aussi. Donc, puis, finalement, après 2 mois, je crois, donc on est arrivé là au mois de janvier. Puis, au mois de mars, vous aurez peut-être deviné, est arrivée la pandémie. Donc, pandémie mondiale, nous, on est un petit peu déconnectés, là, on suit comme pas trop. on n'écoutait pas trop les nouvelles ou quoi que ce soit là-bas, dans notre petit village. Donc, ouais, on apprend qu'il y a une pandémie, puis là, stress de notre entourage, entre autres. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça, est-ce qu'on va pouvoir rester et tout. Donc, nous qui étaient censés partir pour 6 mois, on avait comme tout réorganisé notre vie en conséquence. Donc, ça impliquait aussi de sous-louer nos appartements, de prendre une pause de l'école, de démissionner de nos emplois. Donc, on espérait ne pas avoir à rentrer plus tôt que prévu. Puis, finalement, ils nous suggèrent pour commencer de faire des réserves d'eau, de faire des réserves de recharge de téléphone et tout ça, puis qui vont nous tenir à jour, dans le fond, à tous les jours. Ça aura pas été très long qu'on nous a rapatriés d'urgence au Canada quand on a vu l'ampleur que ça prenait. Donc, on a dû rentrer vraiment plus tôt que prévu. Donc, le stage qui était censé durer 6 mois aura duré 2 mois. Puis, on a fait notre petite quarantaine en revenant au Canada. Mais ouais, ça a été assez difficile, là, je dirais, de voir terminer plutôt cette expérience, en fait, de faire ce petit deuil de l'expérience qu'on aurait dû avoir. Puis en rentrant, donc ben évidemment c'était la pandémie, tout était fermé, c'était une adaptation pour tout le monde, là. Donc j'ai commencé à me chercher un emploi un peu dans mon domaine. Donc, je me disais, bon, même si j'ai pas nécessairement terminé mon bac, peut-être que je pourrais trouver un emploi un peu en intervention pour commencer à développer mon expérience. Puis, j'ai trouvé d'abord un emploi dans une résidence en santé mentale, donc comme intervenante en santé mentale que j'ai fait pendant un certain temps. Puis, j'ai finalement trouvé un emploi qui m'interpellait tellement, qui était dans un organisme en santé sexuelle, donc le MIELS Québec, qui est un organisme de prévention du VIH. Puis, j'ai obtenu un poste comme intervenante auprès des communautés ethnoculturelles et des professionnels. Donc, c'était un emploi qui avait 2 volets. D'une part, je devais faire de l'intervention, de la prévention au niveau des communautés ethnoculturelles à Québec, en lien avec le VIH et les TSS, mais principalement par rapport au VIH. Donc, ça venait vraiment chercher, en fait, ce vers où je voulais me spécialiser, parce que en étant, même en commençant le bac, ou dès que j'ai fait mon premier cours de sexualité et culture, je savais que vers où je voulais me diriger, c'était vraiment en lien avec la santé sexuelle, oui, mais vraiment les aspects plus culturels, les enjeux internationaux de la santé sexuelle. Puis, c'est d'ailleurs toujours ce que je fais un petit peu aujourd'hui, là, en travaillant, entre autres, auprès des couples interculturels, puis en développant toujours ma sensibilité culturelle, puis en m'intéressant vraiment aux enjeux par rapport à la santé sexuelle à l'international. Donc,
Bref, c'était un emploi qui me parlait vraiment. Puis le deuxième volet, c'était c'était de la prévention, de la prévention, de l'éducation, de la sensibilisation auprès des professionnels et futurs professionnels. Donc, encore une fois, en lien avec le VIH, j'allais former les professionnels et les futurs professionnels. Donc, les étudiants, par exemple, en soins ambulanciers, soins infirmiers, les hygiénistes dentaires, dans vraiment différents domaines, même travailleurs sociaux et autres, là, qui pouvaient être amenés à travailler avec des personnes vivant avec le VIH. Puis, considérant que c'est un sujet qui est quand même assez tabou, qu'il y a beaucoup de fausses croyances qui entourent le VIH, beaucoup de mythes, beaucoup d'éducation à faire par rapport aux bonnes pratiques et tout ça. Pour diminuer la stigmatisation, entre autres en lien avec ça, là, il y avait un travail très important à faire. Donc, c'était ce en quoi consistait mon emploi, dans le fond, d'aller partager les informations justes, diminuer la peur qui entourait cette infection-là. Et c'est ce que j'ai fait pendant quelques années quand même. Donc, ça a été un emploi qui m'a tellement fait grandir. Puis, évidemment que à quelques reprises, j'ai eu le sentiment d'imposteur d'aller former des professionnels alors que que j'étais pas encore professionnelle moi-même. Mais ça m'a énormément fait grandir, puis ça a été déterminant pour la sexologue que je suis aujourd'hui. Donc, vous comprendrez que même si ça fait 2 ans que je suis sexologue, ça fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine-là quand même. Puis, ça a été un emploi où j'ai dû faire face à différents enjeux, considérant des enjeux entre autres culturels pour l'aspect qui était plus de prévention auprès des communautés ethnoculturelles, considérant que c'est un sujet qui est assez tabou, délicat à aborder aussi, puis la sexualité en général là, dans différentes cultures. Donc, ça a été vraiment des beaux défis. J'ai tellement pu créer des beaux liens, faire des beaux projets. Tu sais, on a dû adapter tout ça aussi là, au virtuel, considérant qu'on se rappelle, on était en contexte de pandémie. Donc, on a adapté les formations en virtuel, ce qui a permis d'aller rejoindre un vraiment plus grand bassin de gens. Puis, j'ai fait de super projets avec des témoignants aussi. Donc, je m'assurais souvent d'avoir une partie plus éducative, puis il y avait toujours une partie là qui était vraiment de faire de la sensibilisation, mais qu'une personne puisse partager là, vraiment son expérience, que les gens puissent poser leurs questions aussi, ce qui était toujours vraiment apprécié. Donc, j'ai fait des super beaux liens, puis j'ai acquis de tellement belles expériences de cet emploi-là. Puis, je suis ensuite devenue coordonnatrice, donc je me suis retrouvée avec des tâches un petit peu plus de gestion. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi parce que là, je pouvais toucher à différents aspects du niveau du secteur. Il y avait un secteur où on s'occupait vraiment de la prévention en lien avec le VIH. Donc, il y avait l'aspect auprès des communautés ethnoculturelles, mais il y avait aussi des postes qui visaient plus, par exemple, les hommes ayant des relations avec d'autres hommes, qui visaient la sensibilisation auprès des jeunes. Donc, des postes qui visaient là, différentes clientèles, entre autres les personnes utilisatrices de drogue aussi. Donc, en me retrouvant coordonnatrice à la prévention, je pouvais un petit peu toucher à tout, m'occuper des services de dépistage, donc rendre accessible plus le dépistage, puis faire des campagnes de promotion là par rapport à la santé sexuelle, des événements aussi. On a organisé des événements auprès des personnes, différents groupes, en fait, personnes LGBTQ+, et tout. Donc, ça a été vraiment une belle expérience où, encore une fois, là, j'ai pu développer tellement de belles compétences puis qui a été vraiment déterminant pour où j'en suis aujourd'hui comme professionnelle. En parallèle avec tout ça, pendant la pandémie, en fait, on avait été justement rapatriés, puis après quelques mois à mon emploi et tout, sachant que les cours, en fait, les règles sanitaires se sont un petit peu assouplies, puis les cours étaient tout à distance, puis mon emploi aussi était vraiment entièrement à distance. Donc, je suis retournée en République dominicaine. Donc, je suis retournée près du village où j'étais, puis j'ai passé 1 an à faire mes cours à distance, à travailler à distance en étant en République dominicaine. Puis j'ai fait tous ces projets-là de mon ordinateur en même temps que compléter mes cours de bac. Puis finalement, je suis revenue à Québec pour pouvoir faire mon stage en maison de naissance. Donc j'avais considéré faire mon stage final de bac en République dominicaine, mais il y avait des différences culturelles qui me stressaient un petit peu, considérant qu'ici, on est assez... tu sais, quand il y a des dates de remise,
faut respecter les dates de remise et tout. Donc, je m'imaginais déjà le stress de devoir faire ça à l'international ou en République dominicaine, la notion du temps, les échéanciers comme ça, c'est pas du tout la même, pas du tout la même chose, pas du tout la même importance, la même, on n'est pas autant dans la productivité, la performance et tout. Donc, je me disais que ça allait probablement amener comme un clash entre les attentes de stage de baccalauréat de l'université ici, puis les réalités, la réalité là-bas, considérant entre autres les pannes de courant qui étaient assez récurrentes, donc pas d'internet pour travailler, pour faire les rencontres et tout. Souvent des personnes par exemple qui sont absentes, ou si tu as besoin de on avait besoin de planifier des rencontres, c'est ça pouvait, les délais pouvaient quand même être plus longs, par exemple. Donc, j'avais trouvé un bel organisme là-bas en santé sexuelle, mais finalement, j'ai choisi de revenir à Québec pour faire mon stage ici. Puis, je me disais que ça allait me permettre aussi de découvrir d'autres clientèles avec lesquelles j'aimerais travailler. Donc, finalement, j'ai fait mon stage dans une maison de naissance qui m'a permis de développer une expérience au niveau dans les enjeux de couple, entre autres de périnatalité, parentalité. Puis, ça a tellement été une belle expérience. Pour vrai, j'ai adoré. Puis, ça m'a permis de voir aussi différents enjeux là, que j'avais moins pu me familiariser avec dans mes autres expériences professionnelles. Donc, voilà, ça a complété mon parcours durant l'université. Puis après ça, j'ai continué à travailler comme coordonnatrice. Puis là, je vais essayer de résumer un petit peu ça parce que ça doit faire déjà 20 minutes que je parle un petit peu de mon parcours puis de mes expériences. Mais c'est ça. Donc, après avoir terminé mon bac, j'ai continué à travailler comme coordonnatrice pendant quelques temps. Puis finalement, je suis tombée en congé de maternité après quelques mois. Donc évidemment que ça a amené aussi beaucoup de changements, de questionnements identitaires et professionnels. Donc ça m'a amené à remettre en question qu'est-ce que je voulais faire, comment je voyais ça pour la suite des choses à mon retour au travail. Puis finalement, j'ai décidé que je voulais retrouver un contact un petit peu plus direct avec la clientèle, aller plus avec ce que j'avais appris en fait, là, puis mon titre de sexologue, donc des consultations et tout ça. Puis j'ai finalement commencé à travailler dans une clinique à temps partiel en terminant mon congé de maternité. Puis j'ai démarré ma pratique privée au même moment. Donc durant mon congé de maternité, ça m'a permis de travailler sur développer tranquillement à travers tout ça ma pratique privée. Puis, j'ai fait un petit peu les deux, la clinique et ma pratique virtuelle, pour finalement décider de me concentrer à temps plein sur ma pratique privée. Donc, ça fait déjà depuis l'été environ, là, peut-être depuis le milieu de l'été que je me concentre vraiment à temps plein sur mes projets, les consultations virtuelles. Puis oui, j'adore les consultations virtuelles, mais moi, mon but, c'était vraiment de pouvoir travailler sur d'autres projets en même temps. Donc, d'où la raison du podcast. Je travaille aussi sur des programmes en ligne. Je veux vraiment rendre toute l'information entourant la sexualité, le bien-être sexuel le plus accessible possible, démocratiser tout ça, puis aussi à travers d'autres formats que les consultations, parce que j'adore les consultations autant individuelles qu'en couple, mais il y a tellement une grande partie de notre travail qui est de faire de l'éducation. Donc j'essaie de trouver aussi des formats de partager l'information autre que de répéter les mêmes informations dans les consultations, tu sais, que ça devienne plus accessible, que ça devienne c'est ça, qu'on normalise encore plus le fait de parler de bien-être sexuel, de parler de sexualité, puis oui, de voir que déjà c'est de plus en plus présent dans les médias, autant dans les médias traditionnels, qu'on voit des podcasts de plus en plus dans les podcasts les plus populaires. On a des podcasts qui parlent de sexualité au Québec, au Canada. Donc déjà ça, c'est tellement un grand pas de voir qu'on a de plus en plus de professionnels en sexologie aussi qui sont présents dans les médias, qu'on normalise le fait de parler de sexualité à la télévision, sous plein d'autres formats. C'est vraiment un grand pas, mais je pense qu'il y a toujours place là, à parler davantage de sexualité, déconstruire les tabous, partager les vraies informations aussi, donner la place aux professionnels pour en parler. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai eu envie de partir le podcast, parce que déjà, d'en parler sur mes réseaux sociaux, je trouve ça tellement intéressant, mais ça doit tellement être concis aussi, donc c'est difficile des fois d'amener comme certaines nuances. Donc, je me disais que en
pouvant parler de façon un petit peu plus longue, plus détaillée, sous forme de podcast, ben ça me permet d'aborder des thèmes que je pourrais pas nécessairement en publication, là, ou qui seraient comme trop résumés, puis qui amènent beaucoup de sous-entendus, puis lors desquels c'est pas possible d'ajouter toutes les différentes nuances. Donc, parmi les thèmes qu'on va aborder sur le podcast, ben c'est certain que ça va refléter un peu avec quoi je me spécialise, puis ce que j'aborde dans ma pratique. Donc, il y a beaucoup des enjeux en lien avec le désir sexuel qui reviennent. J'ai envie qu'on parle de la performance aussi, on est une société qui vise la performance, la productivité dans tout, puis ça se reflète dans notre sexualité aussi, là, principalement avec le mode de vie occidental, donc l'anxiété de performance puis tous les impacts que ça peut avoir sur la réponse sexuelle. Donc c'est certain que ça, c'est une des choses que je veux aborder. Comment arriver à vivre sa sexualité en étant plus présent, en se concentrant davantage sur l'instant présent, sur nos sensations, comment favoriser notre bien-être sexuel puis développer des relations qui sont saines, comment mieux communiquer dans son couple, puis comment parler de sexualité, parler de sujets qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, c'est vraiment ça que va viser le podcast. Puis, c'est entre autres la raison pourquoi j'ai décidé d'appeler ça « Cœur à nu », parce que j'ai envie qu'on parle de sexualité, j'ai envie qu'on parle de relations de couple, en toute vulnérabilité, authenticité, sans tabou. C'est vraiment ça le but du podcast, en fait. Puis, pour le reste, j'ai pas un plan précis de ce que ça va donner. Ce que je peux vous dire, c'est que ça risque d'être des épisodes un peu dans le genre de celui-ci. Je sais pas si éventuellement il va y avoir des invités, peut-être. Vous me direz si vous avez un intérêt pour ça. Mais pour l'instant, je sais pas, vous aurez peut-être compris, on est dans mon bureau ici, donc je sais pas si ça va être possible, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais éventuellement. Ça risque d'être des épisodes un peu là dans les 20-30 minutes, donc quand j'ai un petit moment, là, je vais essayer de vous filmer ça en fonction des thèmes que vous me demandez. Je peux pas vous promettre une fréquence, c'est sûr que je vais essayer de sortir un épisode par semaine. Pour le moment, ça va peut-être plus ressembler à un épisode chaque 2 semaines, mais on va voir comment ça va. C'est sûr que ça risque de devenir aussi de plus en plus facile pour moi, puis me prendre de moins en moins de temps aussi de faire tout ça, donc je pourrais éventuellement augmenter les épisodes. Mais voilà, donc ça va être des petits épisodes de 20-30 minutes où je vais aborder les thèmes, les questions qui reviennent souvent, les enjeux qui reviennent le plus souvent en consultation, les questions qui me reviennent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je pourrais peut-être aussi éventuellement faire des épisodes qui sont un petit peu plus comme des questions-réponses. Donc, je vous solliciterai à ce moment-là sur mes réseaux sociaux. Je vais vous mettre tous les liens là, dans la description du podcast si vous voulez aller me suivre. C'est EB Sexologue. Donc, je vous invite, là, si vous voulez des petites doses quotidiennes, des petits conseils, d'aller me suivre sur les réseaux sociaux. En ce moment, au mois de septembre, je fais un petit challenge. Donc, à chaque jour, je publie une petite action quotidienne à faire pour améliorer, augmenter la connexion dans le couple, augmenter le désir dans le couple. Donc, je vous invite à aller consulter mes stories pour suivre ça. Puis, je travaille aussi présentement sur un programme qui va aborder le désir sexuel dans le couple. Donc, je vous donnerai plus de détails éventuellement sur le podcast, mais aussi sur mes réseaux sociaux. Puis, pour me poser vos questions, pour me donner des suggestions, vous pouvez le faire toujours dans les commentaires ou sinon par courriel pour un petit peu plus de confidentialité là, au contact@ebsexologue.ca. Je vous mettrai encore tout ça encore une fois dans la barre de description. Puis le podcast, il va être disponible sur les différentes plateformes. Je vais voir éventuellement comment je fais ça, mais je vais continuer d'offrir aussi le format plus vidéo qui va être accessible sur YouTube aussi, que je trouve agréable pour ma part à regarder. Donc, voilà. Puis, pour terminer vraiment avec comme les intentions du podcast, là, il y a déjà plusieurs podcasts, je sais, qui parlent de sexualité, mais il y en aura jamais... On n'en parlera jamais assez. D'abord, là, ça a tellement été tabou, ça a tellement été associé à la honte, à la gêne, à quelque chose qui doit être caché, que je pense que c'est le moment qu'on en parle plus de sexualité, qu'on en parle d'une façon positive, axée sur le plaisir, qu'on apprenne à normaliser ce qui doit être normalisé, puis dénormaliser certaines choses qui ont trop été normalisées dans la sexualité puis qui devraient pas l'être. Donc, tout ce qui entoure justement là, la honte, puis les douleurs, puis les aspects plus négatifs, qu'on arrête de normaliser tout ça, puis qu'on normalise tout le reste, en fait, qu'on normalise le fait d'en parler sans gêne, sans tabou, qu'on normalise
tout ce qui entoure le plaisir sexuel, qu'on apprenne à prioriser notre bien-être sexuel aussi, qui est tout autant important que notre bien-être physique, que notre bien-être psychologique, qu'on déconstruise les tabous qui entourent le fait de consulter en sexologie aussi, puis juste de faciliter l'accès à une éducation à la sexualité pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment ça qui est au centre de ce podcast-là. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires votre feedback, vos suggestions, et on se revoit pour un prochain épisode. À bientôt!